On a lancé du coup ce compte à partir de zéro. On a fait justement, la première étape, c'était de tester plein d'axes différents parce qu'on savait pas du coup ce qui performait pas. Donc on a testé plein. On a testé le prix qui est moins cher que les concurrents. On a testé les bénéfices. Lui, c'était avoir une image professionnelle aux yeux des concurrents. Les caractéristiques, donc toutes les fonctionnalités de son service. Le problème solution, de bien gérer la vie pro et perso au niveau de la gestion des appels, etc. Bonjour tout le monde, bonjour Elisabetta et bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Je pense que c'est ton 3e épisode avec moi. C'est ça. Ouais, t'en avais fait un avec une étude de cas B2B. T'en avais fait un autre sur Darmalia. Et là, tu reviens mais avec un nouveau rôle chez DHS puisque t'es maintenant Performance Manager en CDI avec une casquette de lead en stratégie créative, ce qui est un peu le thème de l'épisode, c'est qu'est-ce qu'une stratégie créative, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en retirer en tant que média buyer, annonceur sur ces campagnes méta. Et je suis content de t'avoir sur ce sujet parce que je pense que tu as plein de choses à nous apprendre, à m'apprendre aussi parce que je suis pas aussi fort que toi là-dessus. Donc très content de t'avoir et ce que j'aimerais bien, c'est que tu puisses peut-être te présenter rapidement avant qu'on passe dans le cœur du sujet. Ouais, merci déjà pour l'invitation. Ça fait la 3e fois du coup. Et du coup, me présenter rapidement, j'ai commencé, là ça fait plus de 2 ans je crois que je suis chez DHS déjà, donc j'ai commencé en alternance. Avant ça, je faisais une alternance je touchais un peu à tout, création de sites, etc. Et après j'ai voulu me spécialiser dans la publicité. Pourquoi? Parce que j'avais lancé un e-commerce avec des amis et du coup je voulais vraiment approfondir ce sujet-là. Donc je t'avais envoyé un message sur LinkedIn et de là j'ai commencé l'alternance chez DHS. Après ça j'ai relancé l'e-commerce. Donc il y a plein de choses un peu qui sont passées là ces 2 dernières années. Et là en fait au fur et à mesure j'aime vraiment bien la créa. Pas forcément la production, mais vraiment la stratégie créa, justement. Donc, tout ce qui est analyse et on va en parler, idéation, etc. Donc, et du coup, en fait, c'est venu assez naturellement de me spécialiser là-dedans. Donc, et là, ça fait quelques semaines que je suis du coup lead stratégie créa. Donc, très contente de faire ce podcast. Je pense que ça peut être intéressant et voilà. Ça peut être intéressant parce que j'en ai des exemples concrets. C'est ça. C'est ça qui va être cool aussi. C'est vrai que le poste de stratège créatif, on va dire que ça fait 1 an que ça commence à un peu être à la mode. Récent. C'est très récent et qu'on en parle beaucoup, qu'on dit il faut des stratèges créatifs. Alors on sait pas trop si ces stratèges créatifs c'est des média buyers, donc des personnes qui pilotent des campagnes, donc comme toi, ou si ça va être des designers créatifs, donc des personnes qui produisent des créas mais qui doivent aussi prendre cette casquette, ou est-ce que c'est un peu les deux qui doivent la prendre, tu vois? Donc t'es un peu, ça fait partie de mes questions sur ce sujet-là, mais aussi un autre point qui est important, et tu vas sûrement l'aborder, c'est que je pense que les missions de stratégie créative, si tu les fais pas aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer sur ton compte? Est-ce que tu vas voir que tu as des moins bonnes performances par rapport à si tu fais ce travail d'analyse et stratégie créative? Donc évidemment, la réponse est un peu oui, mais on va dire ça dépend aussi de comment tu fais ta stratégie créative. Donc tu as à la fois cet enjeu de prendre ce rôle-là et de le faire, parce que si tu le fais pas, tu peux contrecarrer, dire tes plans de croissance sur la plateforme Meta, puisque aujourd'hui, je pense qu'on le sait tous, la partie créa, c'est aujourd'hui le levier principal pour à la fois optimiser un compte, donc c'est-à-dire améliorer la performance, et pour le scaler, c'est-à-dire augmenter le volume de vente et de dépenses sur le compte. Écoute, je te propose de passer peut-être sur la première partie introductive, c'est vraiment, selon toi, qu'est-ce qu'un stratège créatif si tu devais le définir à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est? Du coup, pour moi, déjà, si je devais vraiment résumer, c'est un peu en media buying, du coup, c'est un peu la personne qui fait le lien entre l'équipe créa et l'équipe média, parce que du coup, souvent, en fait, ça se développe de plus en plus de stratèges créatifs, mais souvent, la casquette média, donc, on va dire, il aime tout ce qui est analyse, test, etc. Et la partie créa va aimer plus tout ce qui est justement créatif et produire. Et donc souvent en fait il n'y a pas de lien entre les deux et c'est là que le stratège créatif rentre en jeu parce que du coup il a quand même la casquette média mais il a le côté un peu créatif et sans forcément avoir la capacité de produire mais vraiment du côté créatif, recherche, analyse, etc. Et donc moi je dirais c'est un peu celui qui fait le lien entre les deux. Parce que voilà, il a les 2 casquettes, on va dire.
Si on donne un exemple concret, ça va être typiquement, au travers d'une analyse, tu pourrais observer que tu vas avoir un message ou un hook. Donc pour moi, un hook, c'est les premières secondes d'une vidéo qui performe bien. Donc c'est-à-dire qu'il va, de par les statistiques, tu vas avoir un bon taux de clic, tu vas avoir une bonne performance en termes de ROS ou de CPA, ou tu vas avoir un bon hook rate. Donc c'est-à-dire tu vas prendre le nombre de vues de vidéo à 3 secondes divisé par l'impression et tu verras que c'est anormalement élevé par rapport à d'autres vidéos. Et là, en fait, identifie que ce fameux message, ce fameux axe de communication performe bien. Et donc, c'est là que, en effet, tu dois récupérer cette information-là, la contextualiser dans une note ou quelque chose qui y ressemble. Et ensuite, si je comprends bien, l'envoyer à ton équipe créa qui, elle, fait la production et qui, bien sûr, basée sur cet insight marketing, va produire une créa en lien avec ça et va réfléchir à une idée créative ou un concept que l'on pourrait potentiellement utiliser. Même si j'ai aussi l'impression que la partie concept, c'est quelque chose que le stratège créatif peut apporter à l'équipe. Ouais, parce qu'en fait, déjà, ouais, c'est un exemple. Je pense qu'il y a aussi toute l'étape de recherche qui est importante, qui vient aussi de la du stratège créatif, parce que du coup, tout ce qui est veille, ça donne aussi des idées pour le concept et les messages à mettre en avant, etc. Donc, je pense que ça vient aussi bien du côté du stratège créatif que du designer créatif. Qui, en fait, il y a beaucoup d'échanges aussi pour avoir des idées et savoir un peu quoi produire. Mais je pense, si on doit résumer, en fait, il y a plusieurs étapes dans le travail du stratège créatif. Si tu veux, on peut enchaîner là-dessus si ça te va. Sur les étapes. Je veux bien vraiment que tu me donnes les étapes directement du travail. Moi, je dirais il y a 4 étapes. Donc il y a la recherche, l'analyse, l'idéation et le briefing, je dirais. Donc ces 4 étapes-là. La recherche, ça va être vraiment tout ce qui est veille, voir quelles sont les tendances du moment. Moi, j'aime bien. On peut regarder ça sur la France si on a le marché français, mais moi j'aime bien regarder aussi aux US qu'est-ce qui se passe. Souvent, ils ont un peu une longueur d'avance sur la France, donc voir un peu les concepts qui se font aux US, les axes qu'ils utilisent. Donc toute cette partie. Moi, j'aime bien regarder sur, par exemple, déjà la bibliothèque Facebook, le TikTok Creative Center aussi, c'est plutôt pas mal. Il y a plein d'insights à trouver là-dedans. Et donc, déjà, la recherche, tu vois, avec toute cette étape de recherche, on va déjà avoir une idée de ce qu'on peut tester, des nouveautés peut-être à faire, des concepts, ou peut-être des messages à mettre en avant, qu'on a déjà mis en avant ou qu'on n'a pas encore mis en avant. Donc toute cette étape déjà elle est très importante. Ensuite, je dirais, du coup j'avais dit l'analyse. Donc une fois qu'on a fait toute la recherche, pour moi il y a l'analyse. Donc comme justement le stratège créatif a les compétences pour se balader dans la plateforme Meta, et ben il va chercher un peu qu'est-ce qui marche pas. Si on prend l'exemple des publicités sur Meta, voilà, il va se balader, il va voir en acquisition, ces créas-là ont bien marché, ces créas-là ont pas bien marché, et ben après il va exporter un peu toutes ces créas et il va les analyser en détail. Donc par exemple, je sais pas, il y a 3-4 vidéos sur le compte qui performent bien, et ben je vais décrypter ces 3-4 vidéos et je vais dire voilà, qu'est-ce qu'elles mettent en avant, quelle structure elles ont. Je sais pas, je donne un exemple. Ça commence. La plupart des vidéos ont un hook qui parle de ce point-là. Après, ça évoque un problème, ça donne une solution. Ça met en avant des caractéristiques du produit ou du service. Et après, ça finit sur les bénéfices, la réassurance et le CTA. Là, je dis n'importe quoi, mais c'est la structure que j'ai assez souvent sur les vidéos. Et ben, je vais voir si les 3-4 vidéos mettent en avant ces points-là. Et ben, je vais garder cette structure pour les prochaines vidéos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois bien sûr. Ouais. Et derrière, pareil pour les images statiques. Quel axe ils mettent en avant, quel message, quel concept c'est. Donc là, derrière, en fait, une fois que j'ai fait toute cette analyse, et ben je peux passer à la 3e étape qui est donc l'idéation. J'ai peut-être des questions sur la partie analyse. Désolé de t'arrêter, mais encore une fois, c'est vraiment pour l'audience, pour ceux qui nous écoutent. Tu vois, je pense que sur l'analyse, évidemment, d'un côté, qu'est-ce que tu analyses comme indicateur. Donc là, on est d'accord que tu regardes principalement, tu m'arrêtes si je me trompe, soit ROS, CPA, et bien sûr le montant dépensé. Parce que si tu as un très bon ROS sur une créa, mais qu'elle a dépensé 50 €, c'est pas aussi significatif que si elle a dépensé
3000 euros, tu vois. C'est ça. Ouais, soit le montant dépensé, soit le volume d'achat qui est relié, du coup. Si on a beaucoup d'achats, logiquement, on a beaucoup de dépenses. Okay. Donc, je dirais montant dépensé, achat, coût par achat, ROS, les 4 métriques principales. Et après, regarder même le hook rate pour les vidéos, le hold rate, le CTR. Donc, globalement, c'est ces métriques-là que je regarde. Que tu regardes, ouais. Donc, pour rappel, hook rate, ça va être les vues de vidéo à 3 secondes divisées par les impressions. Et si par exemple, vous avez eu 100 impressions, vous avez 30 vues de vidéo à 3 secondes, ça veut dire que vous avez 30% de hook rate, ce qui veut dire que 30% de l'audience s'arrête au moins 3 secondes sur la vidéo. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est arrêter le scroll et on veut que les personnes regardent notre vidéo. Hold rate, ça va être, je te dis pas de bêtises, c'est 15 secondes. C'est ça. Qui va diviser par les impressions. Ok. Et un autre truc que je voulais voir avec toi, c'est la nomenclature. Ça, je sais pas si tu en parles, mais si tu n'as pas la bonne nomenclature, tu peux pas faire la bonne analyse, dans le sens où... Ah oui, complètement. Si tu nommes pas ton concept, genre bénéfice, témoignage, nous VSE, et que les créas ne sont pas nommés par le nom du concept et par le nom de l'axe, donc par exemple, ça peut être prix, éco-responsable, qualité, par exemple, bah, tu peux pas non plus savoir si c'est plutôt des axes prix, qualité ou éco-responsable qui fonctionnent le mieux, quoi. Donc, complètement. En fait, tout passe par la nomenclature. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais la nomenclature, c'est quand même la base de toute l'analyse, parce que plus on va détailler un peu la créa au niveau de la nomenclature, plus moi j'aurai de détails pour mon analyse, et derrière je peux faire des conclusions plus qualitatives, on va dire. Parce que si je mets juste image 3 raisons 2, je sais pas. Ouais. J'ai le format, j'ai le concept, mais j'ai pas l'axe. J'ai pas peut-être s'il y a des détails en plus au niveau du message, j'ai pas cette info. Moi j'aime bien mettre la landing page aussi, si on envoie vers la home page, si on envoie vers la page produit, si on envoie vers la page collection, tous ces détails, même si c'est pas relié à la créa, mais ça donne un peu des insights intéressantes. Donc pour moi c'est intéressant quand même de mettre au moins le format, le concept, l'axe, donc c'est bénéfice, problème, solution, le message si par exemple il y a des informations particulières au niveau du message, surtout pour les statiques, et la landing page si c'est vers la page d'accueil, comme je disais, page produit, page collection, etc. Et moi derrière, comme ça, je peux trier par exemple au niveau des axes, je peux trier au niveau des messages, au niveau des concepts, et voir ce qui performe le mieux. Moi j'aime bien utiliser Motion pour ça, et ça permet de voir visuellement vraiment ce qui performe le mieux. Ok, c'est vrai que tu as parlé de Motion et ça faisait partie de mes questions, si tu connais des bons outils d'analyse. Donc évidemment, moi je savais que c'était Motion, mais pour les personnes qui nous écoutent, après Motion a un certain prix. Admettons que tu peux pas te permettre de payer Motion $100 par mois. Comment tu ferais ton analyse? Est-ce que tu exporterais toute la donnée sur Excel et puis tu fais ton analyse, ou tu vois une autre manière de faire? Si Motion, on va dire, c'est le mieux, mais si on n'a pas Motion, déjà avoir une bonne nomenclature, c'est essentiel, et du coup chercher directement dans le BM sur Meta, et faire les recherches en fonction de ta nomenclature. Imaginons tu veux voir si l'axe bénéfice performe mieux que les caractéristiques, eh bien tu vas chercher publicité contient caractéristiques. Tu vois, je sais pas, il a 10 achats à 50 € le CPA, et par contre caractéristiques, il a, je sais pas, 20 achats à 40 € le CPA, et ben là derrière on sait déjà que l'axe fonctionnalité pour l'instant performe mieux que l'axe caractéristique fonctionne mieux que le bénéfice. Donc on peut le faire directement sur le BM. En fait, la seule différence avec Motion, c'est que c'est plus visuel, c'est plus clair, c'est intuitif, on comprend rapidement. Quand on fait les bilans même avec le client, c'est plus clair pour lui. Donc il y a plein d'aspects positifs. Moi, j'allais dire, tu peux le faire toi-même dans le gestionnaire avec tes propres filtres que tu crées. Tu peux les créer à l'avance et tu mets des filtres sur tes 5 axes majeurs, des filtres sur tes 5 formats et des filtres sur tes 5 concepts majeurs. Et tu peux checker rapidement la performance et faire des captures d'écran ou l'exporter directement sur Excel. Donc, tout est possible. Complètement, c'est faisable, ouais. J'allais dire un autre truc, t'as aussi Looker Studio, où comme nous, tu sais bien, on a créé notre propre rapport créa dans Looker Studio et on peut faire le même genre d'analyse, sauf que Looker Studio, c'est plutôt lent. Donc voilà. Ouais, et c'est payant aussi Looker Studio avec Meta. Oui, donc les deux sont... c'est moins cher, je pense, que Motion, mais... À la fin, j'ai oublié. Ouais, non, si tu le fais pour un compte, c'est moins cher. Je pense que c'est 25 € par mois, ou $25.
Mais si tu fais pour 10 comptes, pour 25 comptes comme nous ou 30 comptes, c'est 250, un truc comme ça. Ouais, ça devient plus cher. Donc on va dire, ouais, si on veut pas investir sur un outil comme Motion, le faire sur le BM. Mais si on a le moyen, ouais, Motion, c'est vraiment, moi, je préfère. Ouais, ok. Et du coup, on passe à l'étape 3, si je dis pas de bêtises. On est, là, tu parlais d'idéation, je pense. Ah ouais, pardon. Du coup, on s'est arrêté. Du coup, l'analyse, on a vu ensemble. Et ensuite, j'avais dit, ouais, l'étape 3, j'avais dit idéation. Donc, on a fait la veille. On sait ce qui se passe un peu chez nos concurrents en France, aux US. On sait ce qui marche sur notre compte à nous. Donc, je sais pas, les concepts, les axes qui performent le mieux. Et ben là, du coup, on va faire l'étape de l'idéation. Donc, à peu près dire qu'est-ce qu'on va produire. J'ai fait l'exemple tout à l'heure, imaginons j'ai mes 3 vidéos qui ont toutes la plupart, je sais pas, j'ai 5 vidéos qui performent bien, 3 d'entre elles ont la structure comme je disais, problème, solution, caractéristiques, bénéfices, réassurance, etc. Là je fais un exemple, mais et ben du coup je vais dans cette étape-là, je vais dire on va produire une vidéo avec cette même structure. Et après, je vais voir quels concepts ont bien marché. Je sais pas, j'ai le post-it qui a bien marché en image. Eh bien, je pourrais l'utiliser en concept pour ma vidéo en gardant cette structure-là. Ouais. Ou encore, je sais pas, j'ai une image qui a bien marché. Et ben, je vais essayer de la décliner ou de itérer sur le message en me basant sur aussi les autres créas qui avaient bien marché, quel message elles mettaient en avant, etc. Donc, et aussi, ouais, très important, du coup, tester toujours aussi des nouveautés. Si dans mon étape de veille, j'ai vu qu'il y a un concept que j'ai jamais testé et que j'aimerais bien tester, ben là, du coup, on part sur la nouveauté tout en gardant un peu les métriques qui marchent bien, l'axe qui marche bien, le concept qui marche bien, mais partir sur de la nouveauté, quoi. En règle générale, sur une stratégie créa que tu vas préparer pour l'équipe créa, l'équipe de production, si vous travaillez avec des graphistes, motion designer, ça revient au même. Enfin, nous, on a une équipe créa où ils ont ces 2 rôles-là. Combien de pourcents quel ratio tu vas avoir entre nouveautés et ce que nous on appelle des déclinaisons, c'est-à-dire prendre des trucs existants et faire quelque chose de nouveau avec l'existant. C'est-à-dire si tu as un axe qui marche bien, tu vas faire peut-être un nouveau concept avec ce même axe. Mais ça, dans ce cas, c'est une nouveauté, excuse-moi. Mais admettons que tu as une créa qui marche bien, une note iPhone par exemple, tu vas la décliner avec d'autres, soit messages, une autre façon de présenter le message ou peut-être animer la note iPhone. Donc ça, pour moi, c'est des déclinaisons. Donc quel est le ratio que tu as entre nouveautés qui pour moi sont soit des nouveaux axes, soit des nouveaux concepts et déclinaisons? Ratio, je ne saurais pas. Je peux regarder par exemple le dernier pack créa que j'ai fait pour un client et je regarde combien de nouveautés et combien de déclinaisons. Parce que comme tu dis, en fait, on se base toujours sur ce qui marche. Donc en vrai, il y a beaucoup de déclinaisons tout en faisant des nouveautés aussi. Là, si je regarde... Ouais, je dirais sur un pack une dizaine de créas, on va tester... c'est difficile à dire parce que je vais dire 6 nouveautés, 4 déclinaisons, mais les nouveautés, on se base toujours sur ce qui marche. Donc le concept est nouveau, mais le script, on va dire, il reste toujours en fonction de ce qui marche. Donc ou même en créa, tu vois, le concept peut être nouveau, mais le message va être toujours sur ce qui marche. Ouais. Mais on va dire... Moi, je pense que... vas-y. Ça, tu le compterais en nouveauté, tu veux dire? Pas totalement. Moi, en fait, je pense que après, ce qui me paraît logique de mon point de vue, c'est que des trucs totalement nouveaux, ça doit pas constituer 50% de ma stratégie parce qu'en fait, j'ai aucune idée de si ça va marcher ou non. En fait, ce qu'on veut au final, c'est avoir le plus de chances que ça marche. Donc, du coup, on est obligé de se baser sur l'historique naturel qu'on a observé sur le compte, donc de ce qui a marché en termes de concept, d'axe, de mise en forme, de hook. Mais je dirais peut-être 10-20% de choses totalement nouvelles. Donc, c'est-à-dire un concept qui est totalement nouveau, un axe qui est totalement nouveau, un hook qui est totalement différent de ce qu'on a fait. Et moi, j'aurais dit que ça doit être 10-20% de la stratégie en elle-même, dire, OK, tout ça, c'est basé sur des idées existantes ou des choses où on sait que potentiellement ça pourrait marcher. Et 10-20%, c'est un peu une sorte de, j'arrive plus à trouver le mot, mais c'est un pari. Voilà, c'est un pari sur la réussite ou non de la nouveauté. Ouais, après, en concept, on en teste quand même des nouveautés comme ça. Mais comme je disais, la base reste quand même en gardant ce qui marche au niveau du message, de l'axe, etc. Ok, donc ça reste la grosse partie de ton pack. Ça reste la grosse partie de ta stratégie, c'est des choses qui sont basées sur des choses. Ouais, je dirais 70-80%, quoi. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Ok, et du coup, dernière étape?
Et dernière étape, du coup, le briefing. Donc maintenant, j'ai fait ma recherche, j'ai fait mon analyse, j'ai mon idéation. Et ben je communique avec l'équipe créa. Donc moi, je suis souvent avec Laurie. Ce qu'on fait, c'est que je lui montre un peu ce que j'ai analysé de mon côté, ce que j'ai eu comme idée. Et en fait, j'aime bien avoir une discussion avec elle parce que en fait, l'équipe créa va avoir aussi pas mal d'idées au niveau créatif. Savoir ce qui est faisable déjà de faire et de pas faire, ce qui est elle aussi elle a une étape de veille de son côté, donc peut-être qu'elle a vu des concepts qu'elle aimerait bien tester. Donc là c'est vraiment une discussion, je lui présente mes idées, elle me présente aussi ses idées et derrière c'est un échange et on optimise la note ensemble pour être ok sur voilà on teste 10 créas et ben exactement quel créa on va faire, quel concept, quel axe on va mettre en avant, quel message. Et là, on travaille ça ensemble, quoi. Ça, c'est des échanges. Mais donc, du coup, donc là, évidemment, on s'adresse toujours à, comme tu sais, à des médias buyers, à des agences, à des annonceurs. Donc, admettons que tu es un annonceur et que tu fais toi-même tes campagnes. Là, potentiellement, ce travail d'échange, tu vas le faire avec la personne en interne qui peut être graphiste chez toi ou le freelance avec qui tu bosses et qui a cette mission de produire. Cela, comme tu as dit, finalement, Laurie, un peu comme toi, elle va faire son propre travail de recherche et d'idéation, de ce que j'ai compris. C'est ça. Elle va faire la recherche et l'idéation. Peut-être ce qu'elle n'aura pas, c'est la partie analyse que du coup que je vais apporter justement avec cet échange. Et donc là vraiment c'est plus un échange le briefing, moi je dirais, mais qui est très important parce que ça donne beaucoup d'idées et ça reste toujours voilà basé sur ce qui marche et ce qui marche pas. On a quand même la partie analyse qui est déjà faite en amont. D'accord. Donc ça c'est important. Bon, écoute, on a déjà fait pas mal le tour sur en tout cas ce que fait un stratège créatif. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour ceux qui nous écoutent. Donc, à ton avis, pourquoi ça c'est indispensable sur Meta ? Enfin, quand on y pense, pourquoi ce rôle-là, tu le considères comme étant indispensable pour moi, il est indispensable. Après, c'est personnel, mais aujourd'hui, on l'a dit, ça dépend beaucoup. Je dirais la performance dépend beaucoup de la créa. Donc et ça, on le voit de plus en plus. On réduit beaucoup. On voit des comptes qui ont pas forcément beaucoup de campagnes, mais où ils ciblent pas mal avec la créa. Et donc, si on fait pas d'analyse créa, en fait, derrière, on va vite arriver à un stade où on pourra pas scaler le compte, où on pourra pas savoir ce qui marche pas, vu que les ciblages sont de plus en plus réduits, quoi. Ouais. Et donc du coup pour moi c'est essentiel d'avoir cette étape d'analyse créa, décliner, itérer en fonction de ce qui marche, parce que une grande partie des performances de la campagne est faite par la créa. Ouais. Il y a un autre truc que dit Meta que je trouve que résume bien un peu l'importance de la stratégie créa, c'est qu'ils expliquent dans leur, je sais plus s'ils appellent ça Performance 5, enfin peu importe, ils disent si tu veux aller chercher des nouvelles poches d'audience, tu dois créer des contenus qui vont s'adresser à ces poches d'audience. Donc en gros, par exemple, tu vas créer 10 contenus, tu vas avoir un contenu par besoin ou par persona, tu vois. Tu dois toujours avoir dans ta créa cette notion de j'adresse un besoin spécifique ou j'adresse une personne spécifique. Admettons que tu vends du collagène, tu sais très bien que quand tu vends du collagène, ça peut, que tu connais bien le produit, que ça peut concerner des personnes qui ont des problèmes articulaires, des personnes qui ont des tendinites, qui font beaucoup de sport, et des personnes qui ont une envie d'avoir une peau plus élastique de façon à paraître plus jeune, plus rajeunie. Donc ça fait déjà 3 besoins différents. Mais comme tu sais, dans les personnes qui ont le besoin, par exemple, de peau élastique, tu vas avoir des personnes qui ont 30 ans, qui n'ont pas encore de rides, ou très peu, j'ai 30 ans, et d'autres qui ont 50 ans, qui en ont beaucoup plus, et d'autres qui ont 40 ans, qui commencent à en avoir, tu vois. Et donc, naturellement, tu dois adresser ces 3 personnes différents avec ce besoin d'élasticité de la peau. Complètement. D'ailleurs, on l'a pas dit, parce que y a toute l'étape aussi onboarding avec le client, où on définit le persona, quelle est notre cible. Et souvent, comme tu dis, il y a plusieurs cibles, et derrière, du coup, on a plusieurs publicités pour chaque cible. Donc souvent les plus petits comptes on va choisir qu'une seule cible. Sûr, mais c'est vrai que les gros comptes quand on a plusieurs cibles et du coup on va s'adresser comme tu dis différemment à une personne qui va prendre je sais pas des compléments alimentaires pour améliorer ses performances sportives plutôt que celui qui va le prendre pour les douleurs aux articulations, etc. Donc c'est vrai que c'est 2 cibles différentes et du coup 2 messages différents, du coup 2 concepts différents, du coup 2 analyses différentes. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Et après, je t'avais charmé là-dessus, donc stratégie media buying, vous pouvez avoir une campagne par cible, par persona ou par besoin, enfin par besoin non quand même pas, une campagne par persona ou par verticale de produit.
Donc là, si tu commences à avoir plein de produits avec des cibles et des besoins différents, ou alors tu peux vraiment avoir la fameuse campagne Advantage Plus que Meta propose et tu mets toutes tes créas dedans et tu laisses gérer, quoi. Ouais. Donc, on a audité des comptes aussi qui font ça et ça peut être aussi une alternative de cibler vraiment que par la créa. Donc c'est quelque chose qui se fait aussi. Et là, dans ce cas-là, tu es vraiment sur de l'Advantage Plus, tu cibles que par la créa. Après, nous, c'est pas forcément l'approche qu'on fait le plus parce qu'on aime bien avoir un certain contrôle sur l'audience, sur le budget qui va être dépensé sur un persona ou sur une verticale de produit. Mais voilà, je pense que c'est un bon point là-dessus, quoi, sur l'importance de la stratégie créa. Complètement. Tu y as un peu répondu, je trouve aussi, mais je veux vraiment être sûr qu'on soit clair là-dessus. Donc pour toi, le rôle de stratège créatif est finalement intégré par le media buyer et pas forcément par le creative designer. Pourquoi ? Parce que le creative designer, donc celui qui produit les publicités, ne peut pas faire l'analyse, à moins qu'il soit un bon analyse de base, mais c'est plus compliqué. Ouais, ça encore, c'est mon avis à moi, mais je pense que c'est plus le media buyer parce que il a toute cette... il aime en fait tout ce qui est analyse des résultats, tester des nouvelles choses, etc. Donc, c'est plus... Moi, je vois plus le media buyer avoir ce rôle-là. Et du coup le creative designer c'est vraiment plus tout ce qui est recherche de concept, créativité et production aussi, ce qui est très important. Mais du coup je le vois moins du côté du creative designer, même si voilà, comme je disais, du coup il peut le faire. Il y en a de plus en plus qui ont les deux rôles, j'en vois aussi, mais voilà, je dirais plus sur le côté media buyer. D'accord, ok, je suis d'accord avec toi. C'est juste que je vois mal un creative designer faire tout ce travail tout seul. Je pense qu'il peut faire une partie, notamment recherche, idéation, mais la partie analyse, plus compliquée. C'est ça, mais en fait, il aime pas forcément tout ce qui est analyse. C'est ça. Donc, il y en a peu qui aiment pas bien. tous, mais la plupart. Mais alors que le media buyer aime la partie analyse. Enfin, c'est mais il aime bien, il sait le faire. Il va plus vite, il va plus rapidement lire les chiffres, donc c'est sûr et certain que c'est compliqué pour quelqu'un qui voit pas des chiffres à longueur de journée de bien le faire, quoi. Complètement. Ok, écoute, juste pour terminer, je veux peut-être que tu nous présentes peut-être un case, une étude de cas où justement tu as pu scaler grâce à une stratégie créa, où tu as pu en tout cas améliorer les performances grâce à ça. Et à quoi peut-être ça ressemble en fait fondamentalement cette stratégie créa? Est-ce que tu as quelque chose à nous montrer en termes de notes ou en tout cas à expliquer à l'oral? Parce qu'il y en a qui vont écouter la version podcast, d'autres qui vont écouter en vidéo. Et si tu as des exemples, pareil encore une fois, à expliquer à l'oral plus en vidéo, ça serait top. Ouais, je pense que j'ai un case study qui est intéressant par rapport à ça. C'est un client qu'on a donc dans le secteur B2B et on a lancé du coup ce compte à partir de zéro. Et ce qu'on a fait justement, la première étape, c'était de tester plein d'axes différents parce qu'on savait pas du coup ce qui performait pas. Donc on a testé plein. On a testé le prix qui est moins cher que les concurrents. On a testé les bénéfices. Donc lui c'était avoir par exemple je sais pas une image professionnelle aux yeux des concurrents, les caractéristiques, donc toutes les fonctionnalités de son service, le problème solution. Là c'était plutôt de pas avoir de bien gérer la vie pro et perso au niveau de la gestion des appels, etc. avec les clients qui t'appellent tout le temps. Donc là j'ai donné des exemples, il y en a d'autres, mais en gros on a testé vraiment tous ces axes. Et on a très vite vu que il y en avait deux qui se différencient bien des autres. Donc il y avait les fonctionnalités du service et le prix du service. Et ces deux axes-là vraiment performaient très bien et bien meilleurs des autres. Et donc ce qu'on a fait, c'est que du coup on a fait un focus sur ces deux axes-là, mais on a testé plein de concepts différents. Donc je sais pas, je peux des taglines simples, des features, des notes iPhone, des post-it. En vidéo, on a fait des vidéos motion design, on a fait des UGC, on a fait des mashups d'UGC, on a fait des mix entre motion design et UGC. Et en gros, voilà, à chaque fois, si je te donne un exemple, à chaque fois qu'on décryptait un peu les vidéos qui marchaient bien, et on voyait avec justement avec Laurie, donc qui s'occupe de la créa, qu'il y avait souvent la même structure qui revenait. Donc au niveau, que ce soit pour les vidéos motion design ou pour les UGC. Donc on voyait que c'était souvent problème, solution, le prix qui était justement un de nos meilleurs axes, les caractéristiques, la réassurance et le CTA. Donc on avait souvent cette structure là et derrière du coup on a commencé à produire
plein de vidéos en gardant cette structure. Et voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé voilà des concepts gagnants. Par exemple, tout ce qui est Note iPhone, ça a très bien marché pour lui. Et les post-it, donc ça c'est un peu les ugly ads qui marchent bien. Mais après derrière, le mix entre UGC, Motion Design, ça marche plutôt bien aussi. Donc tu vois, on a des concepts comme ça qui ont bien performé, mais tout ça on les a trouvés justement en testant plein d'axes. Une fois qu'on a trouvé les 2 axes gagnants, on a testé plein de concepts. D'accord. Et une fois qu'on a testé plein de concepts, on a trouvé nos concepts gagnants. Et derrière, voilà, on décline, itère comme ça. Et encore une fois, ça nous empêche pas de tester des nouveautés. Et c'est ce qu'on continue à faire pour ce client, quoi. D'accord, ok, super. T'as d'autres trucs à nous dire là-dessus avant que je conclue cet épisode où je pense que t'as plus ou moins tout abordé. C'était rapide, c'est vrai, mais on avait déjà pas mal parlé en détail cette étude de cas en particulier pour ce client. Alors c'était un peu moins avancé parce que c'était l'année dernière, mais c'est vrai que t'as bien résumé sur le fait que avec tout ce qu'on a testé en termes d'axes, on n'a que 2 qui ont réellement fonctionné. Et ça, je te dirais peut-être pour terminer que c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas 10 000 axes qui vont fonctionner, il y aura peut-être 2 ou 3 qui vont réellement scaler. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas fonctionné, il y en a qui fonctionnent en effet pas du tout, mais d'autres qui fonctionnent bien jusqu'à un certain stade, puisque ça va pas tout le monde. Donc, après, ouais, juste peut-être rajouter une chose, c'est que l'étape de tester les nouveautés, c'est important. Parce que, par exemple, pour ce client, je l'ai pas ajouté ici, mais on testait tout le temps aussi des nouveautés, même si c'était une minorité. Et il y avait un axe qui commence un peu à se différencier là récemment, qui est pas au même niveau que les fonctionnalités et le prix, mais c'est l'axe, moi j'appelle ça un peu tutoriel. Donc, on montre vraiment étape par étape comment s'inscrire. Et ça, pour l'instant, ça a du potentiel. Donc, à voir comment ça continue. Mais tu vois, si on n'avait pas testé la nouveauté, on n'aurait peut-être pas découvert cet axe-là. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et ça, d'ailleurs, on le trouve en analysant un peu ce que font les concurrents, en analysant ce qui se fait, etc. Et derrière, on améliore en fonction des perfs. C'est vrai que pour ce type de service, le côté tutoriel qui pour moi rejoint un peu les fonctionnalités, parce qu'en fait tutoriel tu montres comment utiliser le service en lui-même, tu montres en soi, je suppose que vous faites ça dans les vidéos et je vais pas regarder, vous montrez les fonctionnalités du produit mais au travers d'un tutoriel qu'on pourrait mais c'est surtout l'étape d'inscription. Ah ok, d'accord. C'est surtout l'étape d'inscription où on voit certaines fonctionnalités qui sont les fonctionnalités qui performent le mieux. Mais c'est surtout voilà comment avoir je sais pas un standard téléphonique en moins de 3 minutes, étape 1, étape 2, étape 3 pour s'inscrire. Et à ce moment-là, tu montres un peu aussi les fonctionnalités. Mais c'est sous forme un peu de tuto. De tutoriel. Et du coup, tutoriel pour moi, ça va être vraiment je termine là-dessus, ça va être le concept et le fait que tu peux t'inscrire rapidement et facilement en 3 minutes. Le bénéfice. Ça va être le bénéfice, l'axe, un peu le fil rouge du contenu, quoi. C'est ça. Ok. Bah écoute, je pense que c'est parfait. Évidemment, on va mettre je pense que ça a déjà été fait, mais on va mettre les exemples créatifs à l'écran. Je t'enverrai tout ça. Je t'enverrai même la note, un peu des exemples qu'on envoie aux clients pour quand on présente les idées ou quand on a nos échanges justement avec l'équipe créative. Mais globalement, je pense qu'on a tout résumé. Yes, merci beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pour ceux qui écoutent la version podcast, que si vous pouvez aller sur YouTube directement, vous tapez le rendez-vous marketing ou vous tapez mon nom directement sur YouTube et vous allez pouvoir accéder aux différents épisodes de podcast qui sont en vidéo, dont celui-ci qui sortira à peu près en même temps que la version audio. Et là, vous pourrez voir les exemples en vidéo directement, comme ça vous donnera de l'inspiration. Merci à toi, Elisabetta. On se retrouve merci à toi. dans quelques mois pour un prochain épisode, j'espère en tout cas. Et avec plaisir. Allez, salut. Salut, au revoir.